Bonjour, bon mercredi à tous, madame, messieurs. Merci. C'est la revue des grandes unes en cœur ce matin. Vous aurez l'occasion de lire les journaux si vous faites un tour en kiosque. La nouvelle expression parle de gel masque, les donateurs au maquis. C'est le titre proposé par le tabloïd. Le journal explique simplement qu'au moment où les nouvelles de la recrudescence du Covid-19 sont donc alarmantes, la vaste solidarité nationale observée au début de la pandémie qui a permis de distribuer des millions de masques, de gel désinfectants et notamment des bacs à eau à travers le pays en 2020. C'est d'ailleurs évanoui. C'est en page 3 du journal. On parle également de Paul-Éric Ngué, le dernier voyage. Le maire de N'Djambe-Pendja sera inhumé ce mercredi dans cette localité du Mungo qu'il a d'ailleurs aimé et défendu. En page 4 du journal aussi qui parle de la sécurité routière avec des recommandations, modification des politiques, stratégies de sensibilisation, secours sont donc les grands axes de révision requises justement par le Parlement. C'est en page 2 du journal qui parle également de surendettement avec le Cameroun qui inquiète aujourd'hui. Dans ses perspectives, la Banque africaine de développement est préoccupée par le niveau de l'endettement public du pays. C'est dans le numéro également en kiosque ce matin. Le journal Le Messager pour sa part parle de Joshua aussi. Le SDF ne collabore pas avec le régime, dit-il, relayé ici par le journal, mis en index donc par l'aile dure du Social Democratic Front qui l'accuse de sa coquiner avec le pouvoir. Le premier vice-président insiste sur la nécessité même de jouer le jeu démocratique pour pas se peser face donc au chef de l'État. En page 9, le journal parle de Manu Dibango. Il y a un an, s'éteignait donc une légende. Et là, on peut découvrir tout cela en page 8 aussi qui parle du complexe sportif de Lembe à Yaoundé. Un nouveau péril sur le Cameroun, sur la CAN 2021. Chantier en arrêt, financement problématique, employé du maître d'œuvre et prestataire aux abois. C'est en page 12 du journal Le Messager ce matin. Le journal du Sahel parle d'Aboubacar Siroma. Le SDF a choisi de délaisser le Grand Nord. C'est ce qu'il dit en page 11 ce matin. Le journal parle également de Garoua. Bataille de leadership au sein du RDPC. Dossier à lire de la page 6 à la page 7. On parle également de l'insécurité routière dans le numéro. Le Septentrion enregistre 227 décès en un an. C'est ce que le journal propose en page 3. Le journal s'intéresse à la localité de Kayele. Un homme torturé par un groupe d'initiés. C'est dans le journal ce matin aussi. Émergence parle de Joshua aussi. Le Social Democratic Front ne collabore pas avec Paul Biya. C'est ce que dit d'ailleurs le chef de file du parti de l'opposition qui a d'ailleurs accordé une interview fleuve au journal panafricain Jeune Afrique dans les détails notamment sur sa position et notamment le climat dans le parti qui a d'ailleurs vu le jour en 1990, précise d'ailleurs le journal Émergence, qui a d'autres informations ce matin parlant de nécrologie à André Salamessi, Forever. C'est le journal qui nous rappelle également cette information ce matin aussi. Mutation pour sa part parle de Messanga Nyamding. Ils n'ont plus peur de Paul Biya. C'est le titre proposé par le journal. Tout un dossier pour parler notamment, pour expliquer ce qu'il sait de ceux-là qui, aujourd'hui, selon lui, mettent des bâtons dans les roues du chef de l'État. C'est à découvrir dans le dossier ce matin. Le journal également Cameroun Tribune qui parle de Manu Dibango. Lettre à une légende. C'est à découvrir dans le journal également ce matin. Tout un dossier aussi de la page 15 à la page 19. Le quotidien Le Jour pour sa part parle de meurtre au lycée et notamment des élèves tuent leurs camarades et leurs enseignants dans l'enceinte des établissements scolaires où règne d'ailleurs insécurité et violence. Lire le dossier proposé par le journal de la page 2 à la page 4. Le même journal parle également de consommation, prix du pain. Que se passe-t-il? C'est la question que se pose également le journal Le Jour ce matin. Le journal a d'autres informations aussi, tout comme le Soir hebdomadaire qui est un kiosque qui parle de crise anglophone. L'État oublie-t-il les entreprises dévastées par les rebelles? C'est à découvrir dans le journal. La suite dans le numéro de ce matin aussi qui a également d'autres informations. Le journal L'économie quotidien parle notamment des matières premières, les recettes d'exportation en hausse en janvier 2021. C'est à découvrir dans le journal. Dossier donc dans le numéro de ce matin. Le journal Ouest Éco qui est un kiosque parle de guerre, de succession chez Fosso Victor, isolé par les siens. Yves-Michel Fosso fond en larmes, c'est ce que propose d'ailleurs le journal. Le journal parle également d'autres faits ce matin également. Donc je vous invite à faire le tour en kiosque si vous avez la possibilité de pouvoir lire aussi ces tabloïds et qui vous informent davantage. Nos invités sont déjà sur ce plateau. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Casimir Désiré Tanguy. Bonjour.
Bonjour Flavien, bonjour aux téléspectateurs. Je sais que je vous ai manqué. Je suis déjà là. Commencez à vous habituer au mercredi de Casimir. Très bien, merci d'être là et on sait bien que vous êtes en forme ce matin. Bonjour Prince Aristide Ngekam. Bonjour Flavien, bon retour à Casimir Désiré Tani. Exact. Casimir CDT, C'est bon. journaliste d'investigation de renommée que je retrouve avec beaucoup de satisfaction. Merci. Qui nous a manqué le mercredi. D'accord. Nous lui souhaitons vivement la bienvenue accompagnée de celle de nos nombreux téléspectateurs. Aussi, merci. Alors, merci d'être là. On s'intéresse à ce que la presse nous propose ce matin. La nouvelle expression qui parle de gel, masque, les donateurs au maquis. C'est le titre du journal. Le signataire de cet article n'est autre que le très grand David Nou. Et c'est bien de faire la veille. Vous savez, et ce qui m'intéresse et qui est tellement amusant, c'est l'attaque de ce papier. C'est-à-dire que l'effet de mode, le rédacteur de cet article rappelle que lorsque le Covid a commencé, on voyait tout le monde se ruer, les personnalités, des parlementaires, la société civile, les entreprises, distribuer des gels, faire des dons. Mais le Covid n'est pas fini. Au contraire, il revient en force, mais on ne voit plus cet engouement-là. Ce geste de solidarité. Le règle de se poser la question, est-ce que le Covid est fini? Il est encore plus virulent, mais on ne voit plus l'engouement, toutes les campagnes qu'on faisait et qui étaient même entraînées, même déployées au sommet de l'État, notamment par le MINAT, le ministre de l'administration territoriale, qui distribuait les seaux, les savons, un peu partout. Donc, on ne le ressent plus, on ne le voit plus. Donc je pense que c'est une sorte de rappel à l'ordre. Et ça rejoint un tout petit peu la concertation qu'il y a eu la semaine dernière par le ministre de la Santé. Vous vous souvenez qu'on se plaint du fait que le Covid est revenu en force, mais le gouvernement tergiverse un peu entre la solution du vaccin ça, on va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Mais ici, il est question de parler de ce geste de solidarité nationale qui a pratiquement disparu selon le rédacteur de l'article et qui fait le constat qu'au moment où la maladie est arrivée au pays, c'est chacun qui essayait de faire quelque chose. Et maintenant que ça prend de l'ampleur, on ne voit plus ce geste de solidarité. Est-ce qu'il y a eu essoufflement de moyens ou encore d'idées? C'était pratiquement le one-man show que les hommes politiques, les opérateurs économiques et autres voulaient montrer à l'apparition de la maladie, la Covid-19. Souvenez-vous, je n'ai jamais oublié l'image de ce chef traditionnel dans le Sud à qui on avait donné un seau venant du chef de l'État et qui avait répondu au préfet, cela ne m'intéresse pas. Parce que justement, lorsqu'on donne un seau à un chef traditionnel pour tout son village, toute sa communauté, qui doit utiliser et qui ne doit pas l'utiliser. Donc, la nouvelle expression a bien fait de revenir là-dessus pour rappeler qu'au début du Covid, on a vu tout le monde se mobiliser. On a vu les grandes sociétés faire des grandes mobilisations. Les députés, les maires, les hommes politiques et les autres, chacun voulait un peu montrer qu'il vit et qu'il peut lutter contre cette pandémie. Malheureusement. Et à cette époque, la Covid n'avait pas encore pris de grandes proportions comme tel est le cas en ce moment. Maintenant que la Covid prend de grosses proportions, on ne voit plus pratiquement ces dons-là apportés à longueur de journée. On ne voit plus les opérateurs, on ne voit pratiquement plus. De la même manière qu'on ne voit plus l'application des mesures barrières qu'on avait cru que c'était la seule panacée pour lutter contre la pandémie. On ne voit plus pratiquement ça. On se demande donc pourquoi ce relâchement? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que les Camerounais sont en train de croire, de penser par rapport à cette maladie qui ne fait que galoper? Et je vais vous rappeler, même les pays européens, actuellement le Royaume-Uni est pratiquement le pays le plus touché. Les autres pays ne sont pas en marge, la France, la Belgique, l'Italie, l'Allemagne et tous les autres, les États-Unis. Et au Cameroun, tous les jours qui passent, on nous annonce des grosses légumes qui sont mortes de pandémie. La dernière en date, vous le savez bien, c'est Paul Eric King.
Très bien. De toute façon, le journal fait un constat ce matin, après bien entendu un an de maladie, déjà un an que la maladie, le virus sévit au Cameroun et à travers le monde aussi, et surtout que c'est une recrudescence encore, on le constate avec cette solidarité nationale qui a disparu totalement. Vous aurez l'occasion de lire l'article en page 3, c'est David No qui signe l'article en question, donc c'est un constat fait par un expert aussi. Alors on va dire autre chose, toujours concernant cette pathologie. Plusieurs tabloïds sont revenus sur la question du vaccin. On a évoqué il y a quelques jours. Et ce matin, le journal parle, je veux dire, le quotidien Le Jour n'a pas raté l'occasion de revenir sur ce qui fait problème également, c'est le prix du pain aussi, en kiosque également, je veux dire, dans les boutiques, dans les bars, les ventes emportées, ou je veux dire les boulangeries, le pain a carrément augmenté. Oui, mais il faut c'est dommage. Vous savez que le prix, les salaires n'ont pas augmenté entre-temps. Donc, lorsqu'on constate qu'il n'y a pas que le pain, je pense qu'il y a aussi l'eau minérale. Et je le constatais il n'y a pas 2 jours. C'est-à-dire que lorsque vous allez acheter l'eau minérale, je ne vais pas citer, tous les eaux ont augmenté. D'autres de 100 francs, d'autres pratiquement de 75 et 50 francs. Donc, mais est-ce que comme je le disais tantôt, est-ce que les salaires ont augmenté? Non. Est-ce que les salaires ont augmenté? Non. Vous savez, il y a une polémique à l'époque avec les meuniers, c'est-à-dire que ceux qui importent la farine pour la fabrication du pain, ils soumettaient déjà, posaient le problème selon lequel il fallait aménager un certain nombre de mesures afin que cela ne puisse pas être répercuté au niveau du consommateur. Le gouvernement ne les a pas suivis. Nous espérons que le ministre du Commerce fera une sortie pour essayer de clarifier, parce que au-delà de tout, c'est lui le régulateur des prix sur le marché. Sinon, nous autres, le consommateur et usagers, serons à la merci que ce soit des boulangers ou alors de nos commerçants. Alors, ça se voit à travers l'article. Vous avez lu l'article ce matin, Casimir Désiré Tanguy, parlant du prix du pain. Que se passe-t-il? Je voudrais commencer par une petite anecdote. Feu Omar Bongo, président de la République du Gabon, on lui avait posé la question de savoir si vous était donné de revenir, d'être autre chose que le président du Gabon, qu'est-ce que vous serez? Il a dit, je souhaiterais être le président de la République du Cameroun, parce que le Cameroun est le seul pays au monde où on augmente l'argent du pain, on augmente le prix du pain, et cela ne dit absolument rien à personne. Voilà la déclaration de Feu Omar Bongo. Le prix du pain, vous savez que le pain, c'est une denrée de première nécessité. C'est la seule denrée que tout le monde consomme à longueur de journée, des plus petits aux plus grands. Alors, il se passe que le prix de la farine a augmenté. Or, si le prix de la farine augmente, cela doit avoir automatiquement une incidence avec le prix du pain. Ça veut dire que le prix du pain doit augmenter. Entre le gouvernement et le syndicat des boulangers, il y a un problème en ce moment. Ils n'arrivent pas à s'entendre, ils n'arrivent pas à s'accorder sur le prix du pain. Il faudrait qu'ils trouvent rapidement une juste solution, une solution qui va réconforter et les boulangers et les consommateurs que nous sommes. Sinon, nous serons toujours des laissés pour compte et abandonnés à nous-mêmes. Et la pensée de Feu Omar Bongo aura tout son sens. C'est pour cela que j'ai commencé par la pensée de Feu Omar Bongo. Et voilà. Donc c'est un problème, il faut le lire. Il faut lire également le sujet dans le quotidien Le Jour ce matin. Le même journal qui est revenu sur les meurtres au lycée, et on voit bien, et tout, en faisant tout un rappel, des élèves tués par leurs camarades et les élèves qui tuent également des enseignants. Tout cela, ça se passe dans des établissements scolaires publics. Alors les sanctions ne sont pas prises. Bref, les élèves ne sont pas sortis. Il y a un autre moyen, selon bien entendu le ministre de l'enseignement, des enseignements secondaires. Oui, je pense que vous vous souvenez que l'autre jour, dernièrement, avec tout ce qui s'est passé à Créby, avec les effets pornographiques que nous avons tous vus en Mondovision sur les réseaux sociaux, relayés par les réseaux sociaux, le ministre avait fait une sortie, je pense précipitamment, pour dire que ces élèves seront exclus. Mais l'autre jour, au cours d'une réunion avec ses principaux collaborateurs, le ministre est revenu sur la décision en disant non, nous n'allons pas exclure les enfants, parce qu'un certain nombre de membres de la société civile sont sortis pour dire
en excluant les enfants, ce ne sera pas forcément la solution. Alors, de quoi estime que des sanctions prises par Madame la ministre ne cadrent pas avec la réalité? Il faut sévir. Parce qu'on constate que de fil à aiguille, il y a toujours des violences. cas Oui, de il y violence. a les violences. Tout ça, on peut le résumer dans l'indiscipline. Mais je pense que les personnes, parce qu'il ne faut pas souvent jeter l'anathème sur les enseignants ou alors sur le corps éducatif. Les principaux responsables de cette affaire, c'est nous les parents. C'est nous les parents, c'est nous qui devons d'abord faire le premier job avant d'envoyer les enfants à l'école. L'enseignant, lui, est le réceptacle de tout ce qui s'est gâté à la maison. Ça, il faut le noter. Il faut tirer à boulet rouge sur les enseignants ou alors sur le corps de l'éducation n'est pas forcément une solution. Je pense que la première éducation, c'est à la maison. C'est à la maison. C'est nous les parents, nous les autres parents, qui devons parler à nos enfants, éduquer nos enfants avant de les envoyer à l'école pour que les enseignants puissent assurer le relais. Donc je pense qu'il faut être ferme là-dessus. Les parents doivent être fermes là-dessus. Il ne faut pas toujours renvoyer le truc à l'école. Oui, on va dire, le ministre, Madame la ministre a pris avait un projet de décision pour sanctionner les enfants en disant il faut les exclure. Vous savez, dans les différents établissements, à l'époque, je pense que ça doit être le cas, on commençait d'abord par un avertissement, après un blâme, après une mise à pied temporaire, peut-être de 3 jours, après 8 jours. Et vous saviez que lorsque vous avez déjà 8 jours, le prochain, ce sera l'exclusion. C'est-à-dire qu'on n'allait pas étape. Voilà un peu ce qu'on a pu reprocher à la ministre qui parlait directement de sanction. Même au tribunal, on parle souvent de délinquants primaires. C'est-à-dire qu'on ne vous connaît pas. En fonction de l'acte posé, bien entendu. En fonction de l'acte posé, on ne vous connaît pas un certain nombre de faits. Donc je pense que pour sortir de ce sujet, il faudrait que les parents prennent, nous autres parents, la responsabilité. Prenons en main nos enfants. Casimir Désiré Tagné. La morale a foutu le camp dans les établissements scolaires. Lorsque nous étions à l'école primaire, il y avait une matière qui s'appelait la morale. Au collège, c'est devenu l'instruction civique ou alors le civisme. Toutes ces matières pratiquement n'existent plus, ont disparu. Et c'est des matières qui permettaient de donner à l'enfant le sens de la responsabilité, le sens du civisme, de la discipline et tout. On nous a annoncé ce matin le cas d'une dame qui a tué sa propre maman du côté de Bafoussam. Ça, c'est dégueulasse, ça ne s'explique même pas. Donc, il n'y a même pas seulement que dans les établissements, encore que dans les établissements. J'ai discuté il y a quelques jours avec une enseignante, une professeure du lycée, qui me disait que quand elle entre en classe aujourd'hui, les enfants lui disent « Madame, sache que nous avons le compas ». Et elle s'arrange, elle dit ceux qui veulent suivre le cours n'ont qu'à venir, ceux qui ne veulent pas suivre. Donc, il n'y a plus... Les élèves n'ont plus peur de l'enseignant. L'enseignant, avant, était une sorte de modèle. Il était même déifié. On savait que c'est le petit Dieu sur terre. Je vais vous rappeler quelque chose, Flavien. Lorsque Christian Toumi, le cardinal nous avait conviés à une dédicace de son œuvre, moi, Casimir Tagné, journaliste, comme vous le savez, j'ai levé mon petit doigt et je lui ai dit cardinal, vous êtes une autorité morale très, très écoutée. Si vous aviez fait un livre sur la morale, je crois, et qu'on pourrait imposer cela dans les établissements, ça pourrait mieux passer que tous ces tonnes de livres que vous écrivez tous les jours et qui ne disent absolument rien à personne. D'accord, donc on comprend justement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut trouver la solution et chacun doit contribuer les parents doivent trouver cette solution. Donc partant de la maison, de la rue, l'école et bien sûr le retour à la maison. Donc il faut, la communauté éducative justement doit se mobiliser dans ce sens-là. Donc on peut lire la suite également dans le journal, le jour de ce matin, qui est revenu sur le sujet, rappeler également ce qui se passe. On parle de sécurité routière avec des recommandations, modification des politiques, stratégies et autres pour réduire, certainement sa plus simple expression, ce qu'on vit sur nos axes routiers. Mais ce qu'il faut noter, c'était bien de porter ce sujet au niveau de l'Assemblée nationale pour
pour un débat franc afin d'apporter des solutions. Mais parmi les recommandations qui ont été arrêtées, c'est du déjà entendu. C'est-à-dire que ce que les parlementaires ont fait, moi j'ai bien peur de dire que c'est du bis repetita, parce que les recommandations qui ont été prises à l'issue, après l'accident je pense que c'était de Tchang, de la falaise par le ministre des Transports, les parlementaires n'ont pas apporté grand-chose. Laissons un peu les théories qu'il faut changer le contexte. Ils sont même allés dire, demander qu'on puisse revoir les textes sur les voyages de nuit. Mais dis donc, on a un problème fondamental. Il est vrai qu'ils l'ont avancé. On a un problème de route. L'autre jour, pour ceux qui font, comme Casimir Tanier, pour ceux qui font la route de l'Ouest, mais régulièrement, partant du carrefour, c'est-à-dire qu'au niveau de Banka, pour aller à Bafoussam, passant par Banja, mais c'est un calvaire, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que vous avez les nids de poules pratiquement à chaque 1 mètre. Je dis bien pratiquement à chaque 1 mètre. Donc, il n'est pas loisible, que ce soit pour les conducteurs ou alors pour les chauffeurs, de rouler même la nuit sur ce tronçon-là. Je dis, il y a les nids de poules. C'est-à-dire que lorsque vous commencez par de Bafang jusqu'à Batié, il y a des nids de poules pratiquement à chaque 1 mètre. Et le ministre des Travaux publics ne nous dira pas qu'il n'est pas au fait de cette difficulté. Donc, voilà des choses qu'il faille adresser avec beaucoup d'acuité. Moi, je pense que c'était bien, comme je l'ai dit tantôt, de s'asseoir, de débattre là-dessus, mais il faut être pragmatique. Je pense des premières solutions ont été apportées par le ministre des Transports, autant pour moi, sur les radars semi-portatifs, les radars mobiles. C'est une sorte d'interpellation. Et vous avez vu, deuxièmement, avec des sanctions, notamment vous avez une agence, Charter pour ne pas la nommer, qui a été suspendue pour 1 mois, parce qu'on a constaté qu'elle avait surchargé, c'est-à-dire que cette agence, un bus en partant pour Bafang, avec surchargé. Et je pense que ce sont des mesures qui doivent interpeller même les entrepreneurs de ce secteur-là, pour qu'ils puissent mettre sur la ligne leurs chauffeurs et autres agents. Alors, en début de semaine, le journal Le Messager faisait déjà le point sur le nombre de victimes sur nos axes routiers, des chiffres quand même qui donnent froid au dos. Chaque année, il y a des milliers de personnes qui décèdent et également des victimes, des blessés aussi, qui voient quand même ce qui s'est passé et qui vivent le martyre juste après, parce que chacun sort de là avec des séquelles. L'Œil du Sahel, ce matin, a donné les chiffres du septentrion. 227 morts seulement dans le Grand Nord. Donc le mal est bien plus profond que l'on ne pense. C'est vrai que le prince Aristide a pris l'exemple de la route Douala-Bafoussam, mais sur tous nos axes routiers. Tous nos axes routiers sont des axes accidentogènes. Il ne faut pas se leurrer. Que l'on soit au nord, que l'on soit au sud ou que l'on soit est, tous les jours, ces accidents se passent un peu partout. Mais est-ce que tout cela ne devrait pas également interpeller les usagers de la route? Chaque chauffeur doit comprendre que vraiment, à un certain moment, il faut aller à un rythme normal aussi. C'est-à-dire respecter il faut rappeler aussi à Casimir qu'on dit qu'à chaque 100 km, c'est-à-dire quand vous roulez à chaque 100 km, vous devez vous arrêter, vous reposer au moins 15-20 minutes. Combien de chauffeurs le font? Combien de chauffeurs le font? Combien de chauffeurs le font? Alors, j'ai dit, il faut quand même tirer un coup de chapeau au ministre des Transports, Ngale Bibé, qui a pris des mesures, mais pratiquement il est seul dans ce combat-là, parce que le véritable problème de nos axes, c'est l'étroitesse des routes. Alors, les syndicats de ce secteur estiment qu'il ne fait rien, carrément. Non, il faut frapper droit dans le mille. Il faut frapper dans le vif du sujet. Le problème au Cameroun, c'est l'étroitesse des routes. Donc, ce n'est pas un problème du ministère des Transports seul. C'est même d'abord un premier problème du ministère des Travaux publics. C'est le ministère des Travaux publics qui devrait trouver une solution et essayer de... Parce que vous allez voir que tous les accidents, pratiquement 99,99% des accidents, c'est toujours une histoire de troisième position. Or, si on est dans des axes où tu ne dois pas doubler une voiture qui vient en face, ça veut dire qu'il n'y aura plus de troisième position. Donc, automatiquement, il y aura réduction de ces accidents-là. Alors, c'est ce que dit d'ailleurs l'honorable Abiassou, député FSNC, qui demande d'élargir les routes. Qui demande d'élargir les routes. D'au moins 1 mètre chaque route. Et c'est bien, moi, je crois qu'un mètre, c'est absolument rien. 1 mètre ne vaut rien. Pourtant, c'est faisable. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas?
Qu'est-ce qu'on fait avec les gros budgets que le Cameroun fait tous les jours? Lorsqu'on vous parle de coronavirus, on vous parle des tonnes lorsqu'on parle du stade Olympique, on va vous parler des tonnes de budget, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas nous... Voilà l'axe lourd Douala-Yaoundé, où on a essayé de vouloir faire une autoroute qui, jusqu'aujourd'hui, on est à peine à 60 km depuis au moins 10 ans. Ça, c'est une absurdité. Le projet a déjà englouti beaucoup d'argent. Et tous les jours, il faut encore... C'est une grosse curiosité. D'accord, vous parlez vous avez évoqué le cas du complexe, après notamment cette insécurité routière, avec le Septentrion qui enregistre 227 décès en un an, et aussi d'autres tabloïds qui s'intéressent à cette actualité. La nouvelle expression qui parle de sécurité routière également, des recommandations aussi qui sont faites. Et là, le Messager revient ce matin avec le complexe sportif de l'EMB, nouveau péril sur la CAN 2021. On parle du chantier en arrêt, financement problématique, employés du maître d'œuvre et prestataires aux abois. Ben, vraiment, c'est devenu du bis repetita au Cameroun. C'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir un projet au Cameroun qui arrive à terme sans qu'il y ait des remous. Voilà une histoire qui a eu plusieurs glissements. C'est-à-dire qu'on a eu plusieurs glissements à cause des arrêts de chantier à répétition. Aujourd'hui, on nous a parlé dernièrement d'un financement d'un 55 milliards qu'il fallait encore mobiliser pour terminer les chantiers. Mais on fait cette communication-là, mais sur le terrain, la preuve sur le terrain, c'est autre chose. Ceux qui travaillent dans les chantiers n'ont pas de salaire. Les maîtres d'ouvrage estiment qu'ils n'ont pas reçu de l'argent et par conséquent, ils ne peuvent pas payer les employés. Et du coup, on a des grèves à répétition sur les chantiers. Finalement, est-ce que l'argent a été débloqué ou l'argent est disponible? Il faille que les autorités en charge de ce dossier puissent faire une sortie. C'est un prêt qu'il fallait faire au niveau des banques internationales pour notamment résoudre le problème. Exactement. Je dis, il faut rappeler que c'était un ajout. C'est-à-dire que c'était un ajout qu'il fallait faire. Donc je pense que ce n'est pas bien pour l'image de notre pays que tout le temps, on ne peut pas engager un projet au Cameroun sans qu'arriver à terme, sans qu'il n'y ait pas de remous. C'est dommage. Je vais vous dire un mot, Flavien. Le Cameroun est le seul pays au monde qui baptise un stade qui n'est pas encore inauguré. Vous avez déjà vu ça où dans le monde entier? Le stade Olympique a été baptisé stade Paul Biya. Une deuxième absurdité. L'entreprise demande 18 milliards pour parachever les travaux, mais on lui donne 55 milliards. Vous avez déjà vu ça où? Ça ne dit absolument rien à personne. Donc je dis, toutes ces infrastructures sportives qui ont été faites pour recevoir la CAN au Cameroun méritent aujourd'hui une sorte d'audit. Il faudrait faire l'audit de toutes ces entreprises-là. Et je suis sûr que si on en arrive là, beaucoup de responsables se retrouveraient au lycée de Kodengui ou bien au lycée de Newbel. D'accord. Alors, ce matin encore, on parle de Joshua aussi. Émergence parle de Social Democratic Front, ne collabore pas avec Paul Biya. Et c'est d'ailleurs le même titre proposé par le Messager. Messager, le SDF ne collabore pas avec le régime, mis en index par l'aile dure du Social Democratic Front, qui accuse d'ailleurs le vice-président de cette formation politique d'avoir signé une pétition. Bref, de gestes incestueux, comme avec ceux qui ne sont pas de cette formation politique. Oui, cette interview, il fallait forcément que ça arrive pour que Joshua lui-même puisse fixer l'opinion sur sa relation et sur la fonction de député qu'il exerce au niveau du Parlement. Il faut noter que à la suite de la signature de la pétition pour demander le rapatriement de ceux-là des entrepreneurs ou alors les donneurs d'ordre de la guerre du Nozo, le premier vice-président du SDF a été pris en partie, d'abord par ses propres camarades. Et il rappelle ici dans cette interview que s'il fallait le refaire, s'il fallait signer encore cette pétition, il le ferait. Et il a donné une raison qui est fondamentale, c'est qu'il ne peut pas, lui, fils du Sud-Ouest, il ne peut pas cautionner que des gens donnent des ordres pour tuer ses frères et il reste sans rien faire. On a tout fait de l'accuser en disant que ce n'était pas une décision du parti, mais il estime qu'il a pris ses responsabilités et qu'en tant que député,
en tant que député, atteint par sa chair, atteint par les exactions commises dans le NOZO, et il ne pouvait pas rester insensible. Donc je pense que l'accusé mais d'aucuns estiment qu'il a marché sur la discipline du parti. Non, il n'y a pas de discipline. Et les textes du SDF sont clairs. Les textes ne l'ont pas condamné. Je pense qu'il faut suivre en filigrane ce qu'a dit le tiers-man. Oui, comme vous aviez fait le lobbying pour signer la pétition pour le rapatriement, je voudrais que vous fassiez la même chose pour qu'on puisse inscrire le problème anglophone au niveau de l'Assemblée. Et je voudrais rappeler que ce n'est pas à défaut de ne l'avoir pas essayé, puisqu'on se rappelle, il faut noter que le SDF est sorti plusieurs fois, a boycotté plusieurs fois les sessions de l'Assemblée parce que le gouvernement n'avait pas inscrit. D'accord. Alors, Kamine, allez-vous vous prononcer puisque nous sortons de l'émission dans pour sortir, quand il dit le SDF ne collabore pas, il tire un peu sur les nostalgiques. C'est-à-dire que, comme pour dire que la politique qui se faisait en 1992 ne peut plus, que le contexte a évolué et qu'il faille ne serait-ce qu'échanger. C'est-à-dire que la politique n'est pas une lutte ou alors, comment je vais dire ça? C'est une question d'idée de toute façon. C'est une question d'idée. Oui, d'accord. Alors vous vous prononcez également, j'ai dit Kamine et tout à l'heure, Casimir Désiré Tagne. Pardon. Le SDF est victime de ses propres turpitudes. Le SDF est parti de éternel deuxième à l'élection présidentielle à quatrième à la dernière élection avec un score de 3%. Et le SDF ne devrait pas chercher le bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est le SDF lui-même. Le SDF a pratiquement abandonné la campagne à Joshua aussi, seul, qui était seul face à tous. Demandez à Nietzsche où est-ce qu'il a battu campagne pendant les élections présidentielles. Demandez à tous les autres où est-ce qu'ils étaient pendant la campagne présidentielle. Aujourd'hui, on cherche un bouc émissaire. On veut lui appliquer le 8.2, mais dans tous les cas, il faudrait que le SDF se restructure. Voilà, les nordistes qui revendiquent même le SDF dans le Nord. Et le SDF veut rester un parti qui, dès que on a coupé tout dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, le SDF pratiquement ne vit plus. Donc, il faudrait que le SDF se refasse une nouvelle santé, une nouvelle orientation, au lieu de chercher le bouc émissaire. Et le bouc émissaire ne peut pas être Joshua aussi. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même quelques révélations importantes. Jean-Michel Nietzsche, l'honorable, qui a également révélé ce qu'il fallait dire en tant que président régional, et l'honorable Joshua aussi également, qui se défend en donnant également quelques raisons. Donc les lecteurs vont lire ce que la presse propose à cet effet. Bonne journée à vous, madame, messieurs. Demain, 9h20. À très bientôt.